Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Il y a un an, jour pour jour, vous prononciez une allocution qui allait marquer le début d'une riposte hors norme à une crise sanitaire historique inédite. Est-ce que vous auriez imaginé à cette date qu'un an après, cette crise perdurerait? C'était une maladie qu'on ne connaissait pas, c'était une situation tout à fait inédite, et on pensait vraiment que ça n'allait durer que quelques mois et que, voilà, que tout allait pouvoir reprendre assez normalement, assez vite. Et puis voilà, et maintenant on est un an après, donc il faut encore tenir compte de beaucoup de choses pour envisager une possible sortie de crise. Quand on n'a pas de projection dans l'avenir, que ce soit à court ou à moyen terme, ou encore moins à long terme, eh bien c'est un petit peu angoissant, et c'est vrai que c'est très très dérangeant. Et je comprends aussi la frustration de beaucoup de personnes et cette envie de retrouver un semblant de normalité. La gestion de cette crise a-t-elle été le challenge le plus ardu auquel vous ayez été confronté depuis votre intronisation en 2005? J'ai pu échanger aussi avec d'autres chefs d'État et d'autres chefs de gouvernement. Je pense qu'on était tous confrontés à la même problématique de comment gérer au mieux, bien sûr en gardant l'intérêt de la population, en gardant aussi à l'esprit de la protection de la santé de la population en numéro un. Ça, c'est absolument, c'est ce qui a toujours guidé ma démarche, mais aussi celle du gouvernement et celle bien sûr du Conseil national, avec lequel le gouvernement a travaillé de façon très étroite, et je pense que c'était absolument nécessaire. Eh bien, ce qui nous a guidés, et surtout dans la première partie de cette crise, et lors du premier confinement, mais aussi pour sortir du confinement, eh bien, il fallait aussi rajouter à cela l'intérêt économique, tout en préservant bien sûr la santé. C'était un dilemme de cornélien de parvenir à concilier ces deux choses vitales que sont et la santé de la population et l'économie qui, in fine, est au service de la population? Bien sûr, je ne pense pas que c'était cornélien, mais il fallait prendre des mesures qui soient équilibrées, qui soient le plus équilibrées possible, sauver ce qui pouvait être sauvé en matière économique, et de faire reprendre petit à petit, dans la mesure du possible, les activités économiques. C'est ce qu'on a pu faire. Heureusement, bien sûr, il fallait tenir compte de la situation sanitaire du moment, de l'impact non seulement sur nos établissements de santé, mais sur ceux aussi du pays voisin. Et donc, c'est cela, c'est cet équilibre subtil et quelquefois très difficile à atteindre qu'il fallait envisager. Monaco a souvent été cité en exemple, les chiffres sanitaires parlent d'eux-mêmes d'ailleurs. Cette réussite, comment l'expliquez-vous? Je crois d'abord c'est parce que nous avons un très bon service, nous avons de très bons établissements de santé, un très bon service hospitalier, qu'on a pu prévoir aussi un petit peu plus en amont le nombre de lits nécessaires, le nombre de personnel nécessaire. Il fallait bien sûr qu'ils soient formés aussi. Mais je crois qu'il y a eu vraiment une très bonne coordination entre les différents services, entre bien sûr le département de la santé, mais entre toutes les professions de santé, et aussi coupler ça avec d'autres associations ou d'autres établissements ou d'autres organisations comme la Croix-Rouge, les différents services publics, comme aussi la force publique, les pompiers, les carabiniers, et aussi la sûreté publique, qui ont été mobilisés. Je crois qu'il y a eu une très belle mobilisation générale d'un certain ensemble de services qui ont fait que, alors vous allez me dire que c'est plus facile à coordonner tout cela lorsqu'on est un petit État, mais les problématiques sont les mêmes que pour un grand État. C'est l'échelle qui est différente. Mais je crois que c'est cette mobilisation de tout le monde pour l'intérêt commun qui a prévalu dans toutes les dispositions que nous avons pu prendre. Et puis aussi, alors là, sur un point de vue économique, toutes
toutes les aides et toutes les mesures que l'État a pu amener aussi et a pu proposer ont quand même largement contribué à maintenir l'économie dans un état à peu près satisfaisant. Et puis il y a un autre aspect dans tous les pays touchés par la crise, le pouvoir a été montré du doigt. Il s'est vu reprocher aux dirigeants leur atermoiement. On a le sentiment qu'à Monaco, le capitaine en pleine tempête a toujours été soutenu et jamais décrié. C'est l'un des atouts aussi de Monaco, cette population qui est autour de son souverain. Écoutez, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais bien sûr que j'ai senti tout de suite qu'il y avait un soutien, bien sûr, de la part du gouvernement et toutes les institutions, ça c'est évident, mais aussi que la population a vraiment écouté les messages que j'ai pu leur transmettre, qui leur ont été aussi transmises par le gouvernement. Et je crois que vraiment cette compréhension et cette discipline, on peut parler aussi de discipline, a contribué aussi à ce que le virus ne se répande pas aussi fortement en principauté que ça n'a été le cas malheureusement autour de nous. Dès le début de la crise, il a fallu mettre en place une politique d'approvisionnement en masques tout d'abord, puis en vaccins. Vous, vous êtes personnellement engagé. Dans le contexte d'une crise mondiale comme celle-ci, peut-on gérer seul ou doit-on mettre en place une coopération internationale indispensable avec les autres États ? La coopération est absolument indispensable. On est obligé à un moment ou à un autre aussi de prendre ses responsabilités, de prendre l'initiative de passer des commandes en direct. Alors, les approvisionnements, vous les avez vus, ils ont été un petit peu difficiles. C'était aussi peut-être parce que des commandes ont été faites un petit peu tardivement, pas par nous, mais par l'ensemble des pays, et en tout cas des pays européens. Mais je crois que finalement, cette coopération, cette entraide mutuelle entre les États, entre les organisations internationales, font que maintenant la situation est stabilisée et que l'on peut avoir un approvisionnement régulier, et on espère qu'il le sera encore plus à l'avenir. Mais lorsque certains aujourd'hui, à l'image du président du Conseil national, demandent à l'avenir une plus grande autonomie de la politique sanitaire de Monaco, est-ce que vous le comprenez et est-ce que c'est l'une des leçons à retirer de cette crise ? Écoutez, oui, mais je crois d'abord qu'on était face, il faut quand même le répéter, à une situation tout à fait inhabituelle et tout à fait extraordinaire, dans le sens que ça sorte de l'ordinaire. Et donc, je comprends qu'il y a eu certaines hésitations au départ et une certaine mauvaise coordination entre les différents pays. Maintenant, fort de cette expérience, je suis sûr qu'à l'avenir, ça sera mieux organisé et qu'il y aura une certaine part d'initiative que certains pays pourront prendre si jamais nous devions faire face, nous ne l'espérons pas, mais s'il y a une autre crise sanitaire à l'avenir. Monaco a parfois pris pendant cette crise des décisions dissonantes ou tout du moins audacieuses comme le maintien de l'ouverture de ces restaurants. Alors cela crée une polémique avec la région française voisine. Est-ce que les liens aujourd'hui sont distendus ? Absolument pas. Écoutez, on a pu prendre ces mesures parce que notre situation sanitaire était favorable, et donc on a pu prendre ces dispositions et permettre une certaine activité économique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans la région voisine parce que leur situation sanitaire ne le permettait pas. Je comprends qu'il y ait eu des interrogations et même des déclarations qui ont crié, non pas au scandale, mais voilà, pourquoi est-ce que Monaco, comment ça se fait que c'est pas normal? Les monégasques se sont sentis stigmatisés. Oui, mais bon, je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte de nos voisins des Alpes-Maritimes et de nos voisins niçois en particulier. Je crois qu'il y avait une pression très forte de certaines catégories de professionnels qui
évidemment, étaient frustrés de ne pas pouvoir ouvrir, et donc qui ont appelé à leurs élus pour faire ces déclarations. Mais j'ai pu m'entretenir avec M. Estrosi depuis, le ministre d'État aussi, et je pense que tout cela va rentrer dans l'ordre très très vite, et il n'y a aucune animosité d'aucune part. L'économie et les finances ont été mises à mal par cette crise à Monaco comme partout ailleurs. Est-ce aujourd'hui un sujet de préoccupation ? Non, je ne pense pas, parce que toutes les mesures que nous avons pu proposer, elles ont été bien entendu bien évaluées au départ, et certaines mesures sont prolongées encore jusqu'à une date, vous avez vu, une date assez avancée dans l'année. Mais le fait qu'on ait pu reprendre un petit peu l'année dernière a quand même contribué de façon assez significative à un résultat, somme toute, assez satisfaisant du budget. Maintenant, toutes les mesures que l'on peut prendre, tous les plans d'aide, qu'ils soient sur des fonds blancs, rouges, verts, tout ce que l'on a pu envisager, eh bien tout cela, quand nous pouvons le mettre en place, nous le mettons en place. Maintenant, je le répète, il ne faudra pas que cette crise dure trop longtemps dans cette année, et ni même, bien sûr, on n'espère pas, au-delà de la fin de l'année. Oui, on ignore l'issue aujourd'hui de la crise, mais vous travaillez d'ores et déjà avec votre gouvernement sur des pistes de réflexion de sortie de crise. Et bien sûr, les différents scénarios de plans de relance existent, doivent être encore, bien sûr, améliorés, encore peaufinés. Ils sont réactualisés en permanence en tenant compte de la situation et d'une possible échéance. Mais je crois que voilà, il faut se préparer à ce que ça ne soit pas dans un avenir vraiment immédiat. Le spectre du confinement, il est toujours d'actualité, il est bien réel ? Le confinement, ça sera vraiment la dernière des dernières solutions que nous pouvons envisager. Nous allons tout faire, et je le répète encore aujourd'hui, tout faire pour que l'on n'arrive pas à cette situation. Avant d'arriver à une décision comme celle-là, il y a un certain nombre de mesures que l'on peut prendre pour justement éviter ce confinement qui est vraiment, qui n'est pas une bonne chose. Et on sent très bien que les gens ne veulent pas, et je les comprends, ne veulent pas entendre parler de confinement. Monseigneur, à titre personnel, vous avez été l'un des premiers chefs d'État, l'une des premières personnes à Monaco contaminées par le virus de la Covid-19, une maladie dont on dit que les stigmates sont longues, qu'il y a beaucoup de fatigue. Un an après, comment vous sentez-vous ? Écoutez, je me sens très bien. J'ai eu des moments de fatigue assez marqués, mais en évoquant cela avec d'autres malades qui ont récupéré, mais pour beaucoup de personnes, c'est cette fatigue alors j'ai vu dans des reportages télévisés l'autre jour qu'il y a des personnes qui vraiment sont assez handicapées, non seulement par la fatigue, mais aussi avec d'autres symptômes. Et donc c'est incroyable comme cette maladie touche les personnes de façon très différente. C'est un virus qu'on n'a pas fini d'étudier parce que ça dépend vraiment de la capacité de la personne à surmonter ces différents symptômes. Vous vous déplaciez fréquemment avant le début de cette crise. N'est-ce pas le bénéfice de la Covid-19 que de vous avoir permis peut-être de passer un peu plus de temps auprès de votre famille, de vos proches ? C'est ce que j'ai pu dire à beaucoup de personnes depuis de nombreux mois maintenant. Un des éléments positifs, si on peut parler de positif, c'est que j'ai pu passer beaucoup plus de temps avec ma famille que je ne l'aurais fait. Finalement, je suis heureux qu'il y ait eu une période, non pas de pandémie, mais une période un peu plus calme où j'ai pu profiter de mes enfants et de mon épouse et d'autres membres de la famille que je n'aurais pas pu faire si le rythme, mon rythme avait continué de la même façon.
Vous le savez, il y a beaucoup de curiosité autour du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Comment grandissent-ils? Quels sont leurs caractères, leurs personnalités? Ah ben écoutez, ils sont tous les deux des personnalités assez différentes, mais ils sont tous les deux rieurs et tous les deux de très bonne disposition. Gabriella peut-être un petit peu plus malicieuse, un petit peu dans le bon sens du terme, bien sûr. Elle a un œil un petit peu coquin et elle adore faire des blagues. Et Jacques est un petit peu plus réservé, mais si on l'amène petit à petit à être confortable dans certaines situations, il est aussi très drôle et très expansif. Il y a eu de beaux moments en famille. Ce changement de rythme, à titre personnel, a donc été bénéfique. Mais est-ce qu'il vous a permis aussi de faire des choses que vous ne pouviez plus accomplir ou que vous rêviez de faire? Alors pas vraiment, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de travail, comme j'ai pu l'expliquer il y a quelques instants, et il fallait garder une vigilance sur la situation. Il fallait garder un contact quasi permanent avec le gouvernement et avec différentes institutions, et avec aussi, comme j'arbore la cravate de la Croix-Rouge en tant que président de la Croix-Rouge, et je profite de remercier aussi tous les bénévoles de la Croix-Rouge qui se sont eux aussi mobilisés de façon assez extraordinaire. Et donc finalement, à part quelques rangements que j'ai pu faire dans mon bureau ou dans mes bureaux, puisqu'il y en a un aussi dans mon appartement privé, j'ai pas pu faire autant de choses, autant de poursuites d'activités vraiment personnelles, sauf un petit peu l'été, mais parce qu'il fallait quand même continuer le travail, non seulement le travail administratif normal et régulier, et le travail institutionnel aussi, mais par contre, ce qui m'a, et je pense que ça a été le cas de tout le monde aussi, m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise avec les systèmes informatiques de visioconférence que je n'utilisais que très peu auparavant et qui là permet aussi de rester en contact avec des communications, si vous voulez, officielles, mais aussi pour rester en contact avec des amis à l'autre bout du monde. Parcourir le monde, justement, est-ce que cela vous manque pour une meilleure connaissance des réalités et des dossiers? Oui, mais finalement, ça ne m'a pas manqué tant que cela, parce que peut-être que j'avais aussi besoin de souffler un petit peu et de revenir un petit peu à l'essentiel. Mais je sais que ça reprendra sans doute un jour. Il faudra d'ailleurs que ça reprenne par étapes. Et bien sûr que je reprendrai certains déplacements, mais peut-être pas avec la même fréquence, avec la même intensité qu'avant. Il y a une cause qui vous est chère, c'est celle de l'environnement. Alors tout le monde s'est accordé à dire qu'après le premier confinement, la crise, la Covid-19 était bénéfique pour la nature. Mais au final, un an après, est-ce que la Covid-19 n'a pas eu tendance à reléguer au dernier plan la cause environnementale? Écoutez, je ne pense pas, parce que bien sûr les constats ont été faits sur la résilience de la nature et sur le fait que s'il y a moins d'impact humain, eh bien la nature reprend ses droits, et c'est ça qui est formidable. Mais je pense que là, on a une opportunité extraordinaire, c'est de repartir sur un autre mode de fonctionnement et de faire entrer la durabilité et la lutte contre différentes pollutions qui sont extrêmement impactantes et extrêmement nocives. La pollution plastique en fait partie, mais ce n'est pas la seule. Eh bien, profitons de cette sortie de crise, lorsqu'on pourra la mettre en place, eh bien, pour envisager un autre mode de fonctionnement, mais qui soit aussi, qui puisse bien sûr créer des emplois, qui puisse faire la part belle à l'innovation et à l'innovation technologique, et aborder justement cet autre mode de fonctionnement, cet autre mode de société pour se tourner vers plus de respect pour l'environnement.
En conclusion, Monseigneur, quel message souhaitez-vous délivrer ce soir aux Monégasques, aux résidents, aux salariés qui prennent pleinement part à l'économie du pays? Je les remercie d'abord d'avoir de nous suivre, parce que ça n'est pas terminé, j'allais dire nous avoir suivis, mais de nous suivre dans nos recommandations, de garder ce formidable esprit qui nous a animés, de ne pas baisser les bras. Malheureusement, ça n'est pas terminé. Et je dirais même, je suis désolé d'être pas aussi, mais je vais finir après sur une note plus optimiste, mais ne pas être optimiste sur la sortie de crise parce que la fin de la pandémie ne voudra pas dire la fin du virus. Il faut toujours garder cette même vigilance. Mieux ça ira, plus la situation sera favorable pour nous, plus on pourra, bien sûr, réouvrir peut-être de façon plus longue les restaurants, peut-être même, j'espère un jour, les bars aussi et les cafés, et reprendre une activité économique beaucoup plus élargie. Mais je pense que malheureusement, il ne faut pas baisser la garde, mais il faut rester optimiste et il faut rester unis tous ensemble. Forti insieme. Merci beaucoup, Monseigneur, pour Merci avoir répondu beaucoup. à notre invitation un an après le début de cette crise sans précédent. Merci beaucoup.